Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire RéseauBlog, aujourd'hui consacré à l'automatisation des réseaux. Alors, je vois qu'il y a quand même beaucoup plus d'inscrits que d'habitude. Je pense que, on va dire que c'est un sujet qui parle à beaucoup, c'est vraiment un sujet dans l'air du temps. Et j'ai avec moi aujourd'hui le plaisir d'avoir François Coudert, que vous connaissez certainement, consultant depuis déjà pas mal d'années chez Cisco, côté data center, qui pourra répondre à vos questions ou apporter des précisions éventuellement sur les aspects data center de la presse, mais bien au-delà, parce que généralement on essaye quand même d'avoir une vision de bout en bout sur les réseaux, et c'est bien normal. Donc moi-même, Jérôme Durand, je pense que si vous êtes présent aujourd'hui dans ce webinaire, c'est que vous lisez quelques articles que j'écris dans le blog réseaublog.cisco.fr. Je vous remercie vraiment de suivre, d'être autant assidu aux lectures du blog. Je vois que les audiences ne cessent d'augmenter. Et je vais démarrer sans plus tarder ce webinaire. Je vous rappelle, c'est un webinaire RéseauBlog, donc c'est un webinaire technique. Pour des gens techniques, je vais pas m'attarder sur le pourquoi. On va vraiment essayer de rentrer dans le dur. J'ai prévu quelques petites démos aujourd'hui. Après, déjà, je voudrais déjà vous avertir, certains d'entre vous risquent d'être frustrés. Parce qu'une heure pour aborder l'automatisation des réseaux, c'est pas beaucoup. C'est un domaine qui est tellement vaste, alors je pourrais pas tout dire. J'ai fait des choix, bien évidemment. Et eh bien, on reviendra certainement, et puis je vous laisse aussi revenir vers moi et proposer des thématiques que vous voulez voir aborder un peu plus en profondeur. On reviendra sur d'autres aspects que je ne pourrais pas, bien évidemment, aborder aujourd'hui en une heure. Alors, pourquoi automatiser? Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Je pense que si vous êtes connecté à ce webinaire, c'est que vous avez une petite idée de la question. On voit des réseaux qui sont de plus en plus gros, des réseaux qui sont de plus massifs, compliqués. On voit de l'autre côté un réseau qui est de plus en plus utile pour le business. Et voilà, on se rend compte que si on veut pouvoir changer sans faire trop de bêtises, à un moment donné, il faut passer par l'automation. Si on veut faire des changements majeurs sur le réseau à la main, on se rend compte qu'on introduit des différences un peu partout dans le réseau, que ça prend énormément de temps et qu'on n'est plus assez agile, qu'on n'est plus assez rapide pour répondre aux problématiques du business. Donc voilà, ça je m'arrête là-dessus, ça sera le seul point. Vous voyez, je n'ai même pas prévu de slide pour vous parler de ça. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est un petit peu le fait que automation, ça veut dire plusieurs choses. Et en fonction aussi qui on parle et de quel endroit on est sur le réseau, on va avoir différents moyens d'automatiser. Donc c'est ça que je vais avoir en guise d'introduction. Et le premier élément que je voudrais aborder, c'est finalement que vraiment, quand on voit un réseau, aujourd'hui dans un réseau, oui, il n'y a pas que des switches, il n'y a pas que des routeurs, il y a énormément de composantes sur ce réseau. Il y a bien évidemment en plus les composantes applicatives, et on va avoir différentes façons, différents endroits sur lesquels on va pouvoir faire de l'automatisation. Le premier endroit, c'est vraiment faire de l'automatisation au niveau d'un domaine. En gros, vous avez un WAN, vous essayez de le déployer de façon assez homogène, et là, vous allez vouloir automatiser ce WAN, et uniquement ce WAN. Donc là, souvent, on est sur un environnement homogène, c'est-à-dire que vous avez le constructeur qui va être peut-être le même sur cette partie du réseau. Et vous avez ça qui va être répliqué dans différentes briques du réseau, data center, peut-être le LAN, le Wi-Fi, les firewalls, bien évidemment, etc. Donc là, on est vraiment dans une notion de gestion de domaine, et là, on va parler de contrôleurs parfois pour montrer comment on va pouvoir automatiser au niveau du domaine. Un autre endroit où on va éventuellement automatiser, c'est globalement sur le réseau. Je m'explique, je veux déployer une application, ça impose quoi? Ça va peut-être être de créer de la virtual machine, créer un réseau virtuel, créer un réseau physique, configurer le firewall, configurer de la code sur le WAN pour cette application et éventuellement étendre également ces policies au niveau du LAN. Donc là, on est vraiment sur du
end-to-end, et on se rend compte qu'on est forcément sur des environnements hétérogènes, avec des problématiques beaucoup plus proches, on va dire, du besoin de chaque organisation. Donc déjà, à ces deux niveaux, on imagine bien qu'on ne va pas pouvoir mettre les mêmes outils en place pour pouvoir faire ces mécanismes d'automatisation. Un autre élément que je voulais partager avec vous, c'est que on n'est pas tous pareils. Et heureusement d'ailleurs, on a des profils. Alors vous m'excuserez sur les petits schémas qui ont été choisis pour représenter ces personnes. C'est une vision peut-être très Cisco du profil, mais on a des gens qui sont qui ont une vision très intégrée. C'est bon, constructeur, ben, fournis-moi ton réseau, fournis-moi la brique d'orchestration de ce réseau, et puis éventuellement j'aurai un bouton, je vais cliquer, ça va me mettre en place ce qui ira bien. Qu'est-ce qui va être configuré dans le détail, je ne le sais pas, mais ça va faire le job et je fais confiance au constructeur pour me fournir cette solution intégrée. Hein. Bien évidemment, c'est difficile pour ce constructeur-là de fournir quelque chose qui est également ouvert et qui va pouvoir s'adapter avec tout type d'équipement. Et on a un autre profil, des gens qui sont beaucoup plus dans une notion très ouverte, qui disent bah non, moi j'ai envie de faire moi-même mon design, faire moi-même mes spécifications de service. Alors peut-être je vais m'inspirer des nombreuses pages de documentation des différents constructeurs, mais je vais vouloir prendre un petit peu ce que je vais trouver sur le marché pour pouvoir créer ma solution. Et du coup, je vais avoir besoin d'automatiser quand même, mais dans un environnement beaucoup plus ouvert. Hein. Donc on voit déjà que pour ces deux profils, on ne pourra pas venir avec le même type de solution. C'est difficile pour quelqu'un qui veut tout faire, tout customiser et intégrer éventuellement tout type d'équipement. C'est difficile de lui fournir une solution clé en main avec un bouton magique qui va tout faire. D'accord ? Alors, le dernier point, alors là, on rentre encore un peu plus dans le dur du sujet, le dernier point que je voulais échanger avec vous avant de commencer à détailler un petit peu des solutions, c'est vraiment qu'un maître mot quand on va parler d'automatisation, c'est l'abstraction. Si je prends mon réseau, si je prends mes devices réseau, on va pouvoir avoir différents types d'abstraction par rapport à cet équipement réseau, et en fonction de l'abstraction qu'on va avoir, on va automatiser de façon complètement différente. Donc on va avoir, tout en haut, on va avoir ce qu'on va appeler une automatisation policy-based, hein, c'est-à-dire on va même plus parler le langage de l'équipement, on va même plus savoir ce qu'il y a sur l'équipement quelque part, on va être dans une vision complètement abstraite du réseau. Tiens, un réseau, merci de me fournir de la COS pour telle application, et peu importe quels sont les équipements, peu importe derrière combien j'ai d'équipements, comment ils sont configurés, etc. Le contrôleur va pouvoir implémenter tout ça sur le réseau. Tout en bas, à l'opposé, eh bien, on va avoir de l'automatisation. On va dire, bah oui, je veux implémenter ma COS. Eh bien, je sais exactement les lignes de configuration qu'il faut que je mette sur chacun de ces équipements. Hein, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais scripter, alors avec possiblement des outils, je vais scripter pour aller pousser ces lignes de configuration dans l'ordre qui va bien. Et entre les deux, et ça, ce sera la fin de ma présentation, eh ben, c'est, on va dire, un niveau intermédiaire où on va pouvoir modéliser ou avoir une abstraction de la configuration, hein, pour pouvoir être dans un niveau intermédiaire de contrôle, tout en ayant une abstraction de la configuration et pas en étant dans le détail éventuellement de la CLI de chaque équipement qu'on va vouloir automatiser. Alors, le point, et là vous apprécierez l'animation de ce slide qui m'a pris certainement le plus de temps dans ma présentation, c'est bon, ok, qu'est-ce que je fais avec toutes ces informations? Eh bien, ça va être le suite de ma présentation où je vais essayer d'articuler un petit peu ces éléments les uns après les autres. Alors, commençons par l'automatisation policy-based. Alors, vous allez comprendre l'idée, quand on est dans l'automatisation policy-based, on va parler souvent de contrôleur. Alors, le contrôleur, ça va être une couche d'abstraction du réseau qui va présenter le domaine. Alors, je parle réseau, mais ça pourrait être éventuellement autre chose. Non, on est quand même sur un webinaire réseau bloc, mais donc on va présenter le réseau comme un système. Quand on va parler avec le réseau, on ne va plus être là dans une vision équipement par équipement, on va être là dans une vision globale du réseau. On va pouvoir donner des ordres abstraits au contrôleur qui va pouvoir transcrire ces ordres-là dans des ordres précis au device. À la limite, comment le contrôleur traduit notre ordre abstrait en ordre, on va dire, compris par l'équipement,
c'est pas tellement notre affaire. On va parler d'API Nord pour permettre à l'application de discuter avec le contrôleur. Quand je dis l'application, ça peut être une application de management, et vous le verrez tout à l'heure. Donc API Nord pour parler avec le contrôleur. Alors ça, souvent, on a des API qui sont publiés par l'éditeur, celui qui fait le contrôleur, pour permettre évidemment de pouvoir interagir avec son contrôleur. Et puis après, on a les API suites qui vont permettre au contrôleur de discuter avec les équipements. L'exemple que j'ai donné, pour que vous reteniez, si ce soir vous devez expliquer à votre conjoint ce que vous avez fait dans la journée, et bien qu'est-ce que c'est qu'un contrôleur? Vous pouvez montrer l'exemple avec le gâteau au chocolat. Le contrôleur vous donne l'ordre abstrait, faire un gâteau au chocolat, et le contrôleur, lui, il va transcrire ça en une suite d'éléments, en une suite d'opérations de plus bas niveau qui vont permettre de réaliser ce gâteau au chocolat. Et là, je vous suggère très vivement de copier cette recette parce qu'elle est vraiment excellente si vous voulez bien réussir vos gâteaux au chocolat la prochaine fois. Alors, quand on va parler contrôleur, c'est assez difficile, ou policy-based automation, c'est assez difficile d'avoir une automatisation, on va dire, qui va être globale à ce niveau-là. On ne peut pas imaginer avoir un contrôleur qui arrive à tout faire partout. Du moins, c'est assez compliqué. Et je vais prendre ici deux environnements. Je vais illustrer ça déjà avec ce qu'on fait Cisco. Côté réseau d'entreprise, campus LAN, WAN et wireless LAN, et de l'autre côté data center. Et déjà, on pourrait dire, bon, finalement, les deux, c'est du réseau, c'est très très proche, etc. Mais déjà, entre ces deux environnements, on a des caractéristiques qui sont fondamentalement différentes. Un point qui est important, alors ça j'ai mis des noms, mais c'est que généralement dans une entreprise, au moins dans la plupart que je connais, on a un petit peu plus de sites que de data centers. C'est-à-dire on va avoir 2, 3 data centers pour ceux qui ont vraiment consolidé leurs applications, mais on peut avoir 2000, 3000, 5000, 10 000 sites. On n'est pas tous là, mais même 100, 200, on comprend bien qu'on n'est pas forcément dans la même logique. On n'a pas forcément aussi la même gestion des investissements. C'est-à-dire côté data center, je vais éventuellement avoir une nouvelle application à mettre en œuvre, peut-être que je vais mettre un nouveau pod dans mon data center uniquement pour cette application parce qu'elle requiert une nouvelle, on va parler peut-être un nouveau cluster Hadoop, des choses comme ça, je vais peut-être mettre en place un pod que je vais vouloir intégralement automatiser indépendamment de ce que j'ai fait sur le reste de mon réseau. Sur le campus, en revanche, on va avoir des temps d'investissement qui sont beaucoup plus longs. Et là, on comprend bien que si on veut automatiser le réseau d'entreprise, eh bien, le temps de passer sur ces 2000 sites et s'il faut remplacer tous les équipements pour pouvoir avoir le dernier équipement entièrement programmable, si je démarre aujourd'hui, c'est-à-dire dans 7 ans, j'ai fait le tour de tous mes sites et je commence à automatiser mon réseau. Donc, on voit bien que ça, c'est pas acceptable, et d'ailleurs, c'est nos clients qui nous ont dit ça, c'est pas acceptable. Donc, on a eu une autre stratégie en termes de développement de contrôleurs ou de solutions d'automatisation de policy entre le réseau d'entreprise et le data center. D'autres différences, et je ne vais pas forcément insister là-dessus, c'est sur les topologies. Côté data center, aujourd'hui, on a une topologie, on va dire, qui fait légion, c'est le modèle Spineleaf. Si on essaye d'imposer ce modèle Spineleaf sur tous nos sites de nos réseaux d'entreprise, ça va être un petit peu compliqué. On connaît tous le cas, moi j'ai un switch à rajouter à droite à gauche, un truc à rajouter en salle de réunion. Si on impose le modèle Spineleaf, on est complètement foutu. On est obligé de faire des exceptions. On a un environnement qui est beaucoup plus hétérogène. Donc voilà, il y a d'autres différences qui font qu'on ne va pas pouvoir automatiser forcément de la même façon. Et d'un point de vue aussi cycle d'investissement, on a dû prendre des choix radicalement différents. Et c'est pour ça qu'on a, alors, une stratégie, elle est globale, elle s'appelle SCI, Application Centric Infrastructure, mais on a deux contrôleurs. Un contrôleur data center qui s'appelle APIC, Application Policy Infrastructure Controller. Comment fonctionne la solution ici? On s'est dit, tiens, comme on va peut-être déployer un nouveau réseau entièrement programmable, entièrement abstrait en termes de policy, eh bien, je vais venir avec un matériel ad hoc, un contrôleur ad hoc, et là, je vais pouvoir faire une abstraction globale et tout automatiser. Ça, c'est l'approche data center. Côté enterprise networking, on n'a pas pu prendre cette approche-là. On n'a pas pu dire, moi, je viens avec un équipement entièrement programmable, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, c'est que si on fait ça, on commence à automatiser dans 7 ans. Donc là, on a plutôt
était dans une approche qui est de se focaliser sur les points compliqués, c'est-à-dire, bah, tiens, qu'est-ce qui est compliqué aujourd'hui sur mon réseau? Le déploiement de la COS, provisioning d'un équipement des zéros, je le sors du carton, comment je l'installe, sans avoir à envoyer un ingénieur sur site. Et des problématiques comme ça. Donc on ne fait pas tout, on se focalise sur certains éléments, mais en revanche, on va s'adapter dans des environnements existants. C'est-à-dire on fonctionne avec des équipements de la génération précédente pour pouvoir commencer l'automatisation sur un environnement, déjà en place. Hein, et bien évidemment, en faisant de plus en plus d'automatisation au fur et à mesure que les équipements deviennent plus programmables. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer que la stratégie, donc déjà chez Cisco, entre le data center et l'enterprise networking, ben, on a dû avoir des stratégies différentes. C'est évident que si on rajoute dessus des logiques de firewalling, de load balancer, etc., c'est évident qu'on ne peut pas imaginer avoir une abstraction de policy clé en main fournie par un constructeur avec un bouton magique dans lequel on va cliquer qui va tout faire exactement comme on en a envie. On va forcément devoir réduire un peu le scope. Alors, oui, des contrôleurs différents, maintenant, ça n'empêche pas de pouvoir déployer quelque chose de bout en bout. Si je veux déployer de la COS de bout en bout pour une application, eh bien, je vais donner des ordres abstraits à deux contrôleurs, hein, et là, on essaye d'harmoniser les API, deux contrôleurs pour pouvoir déployer les mêmes règles de bout en bout, à la fois côté data center, WAN, et côté accès physique, accès filaire. Accès filaire, accès Wi-Fi, pardon, excusez-moi. Hein, donc ça n'empêche pas une vision de bout en bout. Alors, comme vous savez, dans les webinaires RéseauBlog, j'aime bien prendre quelques risques. Je vais vous faire une petite démonstration qui va vous montrer qu'est-ce que c'est de l'abstraction d'un point de vue policy-based. Et là, je vais vous démontrer une nouvelle application. Je vous ai fait dans quelques webinaires, quelques démos d'AppQM. Je vais montrer quelques applications. Là, je vais vous montrer l'une des dernières qu'on a sorties, qui est l'application EasyCOS. Alors, je vais partager maintenant mon écran. Patientez 2 petites secondes que je me connecte dans mon lab. Une petite seconde. Alors, je me connecte dans mon lab. Et je me connecte sur le contrôleur APIC Enterprise Module. Et je vais dans l'application, j'ai plusieurs applications qui sont présentes, et là une des applications qui est encore en bêta, qu'on a sorti il y a peu de temps, donc là on encourage un peu tout le monde à jouer avec pour essayer de voir un peu comment ça se passe, une application qui va permettre de déployer de la qualité de service, de la COS, plus précisément, sur le réseau. Alors, déployer de la COS sur un réseau, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, parce que tous les équipements sont différents, forcément c'est leur nature, ils n'ont pas tous les mêmes buffers, ils n'ont pas tous les mêmes capacités de faire de la COS, du shaping, le nombre de files d'attente est forcément différent. Si je veux déployer de la COS pour une application, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On a un Cisco Validated Design qui doit faire 400 pages, et puis on lit le Cisco Validated Design, et puis après, en fonction du type d'équipement, eh bien, on va implémenter les lignes de configuration qui vont bien. Donc ça, c'est une approche qu'on peut avoir. Une autre approche, ça serait on a déployé des scripts aussi qui permettent de le faire, mais là, on s'est dit, quitte à fournir finalement le Validated Design, autant fournir l'application qui va permettre de faire tout ça automatiquement. Alors là, j'ai un petit réseau, je vais revenir sur ma topologie réseau. Alors, ne cherchez aucune logique dans cette topologie. Hein. Alors, des routeurs, et là j'ai un 3850, et ce 3850, je lui ai donné un tag COS, et c'est sur cet équipement que je vais appliquer de la COS. Mais j'aurais pu faire ça sur un 3560X, et on voit bien qu'entre un 3560X et un 3850, là on est dans une COS, on est dans un modèle MQC, une configuration type MQC, et puis sur un 3560X, on est sur une configuration de COS de type MLS. Hein, donc déjà, j'ai deux équipements qui comprennent la COS de façon radicalement différente. On n'a pas aussi les mêmes buffers, on n'a pas aussi les mêmes capacités entre un 3850 et un 3560X de génération précédente. Et dans les générations futures, on aura toujours des différences entre les équipements sur la façon de faire de la COS. Donc, ça a été identifié comme un des pain points sur les réseaux d'entreprise, c'est comment je déploie la COS sur mon réseau. Et c'est pour ça qu'on a fait une application qui permet de gérer ça globalement sur le réseau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai
c'est simplement, j'ai déployé, je reviens sur mon application EasyCOS, et pour mes applications COS, j'ai déployé une policy qui s'appelle RéseauBlog, une application RéseauBlog qui est déployée sur mon 3850, avec plein d'applications, et après pour chaque application, qu'est-ce que je fais? Je déclare si elles sont business relevant, default, ou alors business relevant. Et là, on voit les applications qui sont classées, est-ce qu'elles sont pour le business, default ou business relevant. Et là, j'ai une application test qui est aujourd'hui classée, que j'ai créée, qui est identifiée comme étant le port TCP 8010, qui est classée comme étant business relevant. Alors, je vais me connecter sur un équipement réseau et je vais virer. Hop, excusez-moi, je vais ça. Je vais me connecter dans mon lab pour vous montrer ce qui va se passer. Donc là, j'ai mon 3850 qui est là, et si je fais un show run pipe S, si je fais policy class access list, il y a pas mal de configurations qui sont présentes. Donc ça, c'est toutes mes configurations de code qui ont été poussées par le contrôleur APIQM pour gérer la COS. Ça, c'est des choses, si vous aviez dû le faire à la main, c'est quelque chose que vous auriez dû faire vous-même. Et vous auriez passé beaucoup plus de temps à savoir comment vous allez mettre vos lignes de CLI finalement, que savoir finalement que de réfléchir à l'objectif que vous souhaitiez avoir. Donc on va regarder aujourd'hui, on va regarder notre application, qui est notre application test sur le port 8010. Elle est considérée comme policy relevant et en fait, on va pouvoir garder dans une access list qui s'appelle Scavenger, et bien vous voyez, mon application est là. C'est le permis TCP/NI ELK 8010. C'est comme ça que le contrôleur a appliqué la configuration, la COS pour ce device en question et garantit que cette application va être marquée comme étant Scavenger, donc du CS1, et puis derrière, qu'on a configuré les liens backbone pour que Scavenger, ça soit moins prioritaire que le reste. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller retourner sur mon contrôleur et je vais passer de business relevant à business relevant. D'accord? Et je vais réappliquer la policy. Ça prend un petit peu de temps, mais généralement, quand on applique de la COS, on n'est pas forcément à la seconde. Donc le contrôleur va se connecter sur le device. Alors, on est ici, la connexion, le contrôleur va parler au device. Aujourd'hui, c'est en CLI. Mais c'est pratique parce que ça me permet également de faire ça potentiellement sur un 3560X qui a déjà quelques années et du coup de pouvoir programmer un 3560X. Voilà, vous voyez, le contrôleur s'est connecté, c'est l'adresse IP de mon contrôleur. Et si je regarde dans ma Scavenger, je n'ai plus du tout la dernière ligne 8010. Par contre, si je regarde dans mon access list qui doit s'appeler bulk quelque chose, bulk data, eh bien, j'ai mon application qui a été rajoutée à ce niveau-là. Donc là, avec un clic, et là je vous le montre sur un équipement, mais j'aurais pu le faire sur 200 équipements ou 2000 équipements en même temps, j'aurais pu décider de changer la catégorisation d'une application. Là, on est vraiment dans de l'abstraction, on va dire dans du policy intent. Je ne focalise pas du tout sur le device, je n'ai pas du tout une réflexion au niveau de la configuration, même pas de l'élément réseau, je réfléchis à mon objectif en termes de policy, et le contrôleur avec les équipements réseau s'organise tout seul pour faire le job. Donc ça, c'est un premier niveau d'automatisation, c'est le niveau le plus abstrait. On se rend bien compte que quand on est dans ce modèle-là, ça va fonctionner parce que le contrôleur, il sait qu'un 3850, la code doit se configurer de cette manière-là, etc., etc. Dans ce modèle, c'est assez compliqué d'intégrer des éléments tiers. Alors, c'est pas impossible. On le fait côté data center via une API qui s'appelle Opflex, et on commence à voir, on voit des partenaires rentrer dans cet écosystème en permettant de pouvoir configurer des policies sur load balancer ou un firewall. Donc, c'est pas impossible. Maintenant, c'est pas forcément le plus simple d'y arriver nativement. C'est-à-dire, il faut que chacun décide de supporter l'API qui va bien. Alors, c'est tout pour cette première démo. J'espère avoir illustré, je vais rester en partage d'écran, en espérant que ça fonctionne pour vous tous, mais c'était pour illustrer le modèle le plus abstrait. Alors, qui dit solution de contrôleur,
ça s'adresse souvent à des clients, on va dire, qui sont dans un modèle intégré, c'est-à-dire que j'achète une solution constructeur avec son contrôleur qui me fournit l'abstraction, c'est pour ça qu'on reste souvent sur le domaine. Maintenant, on a on va dire des tentatives ou alors une solution qui s'appelle Open Daylight. Alors, je ne sais pas si on peut parler de solution, c'est plus un consortium qui s'appelle Open Daylight, dans lequel Cisco est certainement le membre le plus actif, où l'idée c'est de faire un contrôleur en open source, hein, dans lequel on va pouvoir customiser un petit peu, faire un contrôleur ouvert, où chacun va pouvoir ajouter des API pour s'adresser, pour discuter avec les équipements, implémenter des services pour pouvoir réaliser toutes sortes d'actions sur le réseau, hein, et s'adresser à des équipements physiques, virtuels, et s'adresser également à tout type d'applications. Donc là, on est vraiment, alors je dirais, Open Daylight, c'est un excellent terrain de jeu. Si vous voulez commencer à jouer avec l'automation, tout ce qui est SDN, vous pouvez commencer par regarder, ce point-là et jouer un petit peu. Ça, c'était le premier niveau d'automation, le modèle le plus abstrait. Et là, je vais faire un virage à 180 degrés, je vais aller sur le modèle le moins abstrait. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tous fait. C'est comment je vais pouvoir automatiser des actions sur le réseau. Alors, qu'est-ce qu'on a tous fait? C'est développer des scripts. Un petit script Python qui va se loguer sur 50 équipements et qui va pousser une ligne de CLI. Ça, je pense que tout le monde l'a fait. Ou alors réaliser des petites actions basiques. Qu'est-ce qu'on fait? Même on regarde dans les SDK, on regarde dans les librairies Python, comment je me connecte en SSH sur un équipement, comment je pousse des configurations, et je me fais quelque part, je fais tout le code de A à Z pour réaliser les actions qui me vont bien. Ce qui s'est passé, ce qu'on a vu arriver, et ça vient d'ailleurs plus de l'IT, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude de configurer des applications, ils avaient des environnements de gestion d'automation. Alors, des choses qu'on a depuis quelques temps, Puppet et Shift, hein, qui requièrent des agents, hein, donc, qui sont là depuis pas mal de temps pour automatiser la gestion de configuration ou même du déploiement d'applications. Voilà. Donc on s'est dit, pourquoi on ne réutiliserait pas ces choses-là pour le réseau? Alors aujourd'hui, c'est Ansible qui, on va dire, qui a le vent en poupe. L'idée de ces boîtes à outils, quelque part, c'est de plus avoir à refaire, donc ça reste du scripting, quelque part, hein, mais on n'a plus à refaire les actions de bas niveau qu'on avait l'habitude de faire en Python. Hein. Donc on va pouvoir avoir une sorte de métalangage qui va nous permettre de faire des opérations assez simplifiées, c'est-à-dire j'ai 20 équipements, je les déclare, je déclare mes équipements, je déclare le type de configuration que j'ai envie de pousser, je rajoute, alors on peut appeler ça des recettes quand on est dans Chef ou alors des playbooks dans Ansible, je rajoute un petit peu mes ordres que je vais programmer et on va s'adresser aux équipements. Je ne vais pas passer trop de temps sur Ansible, Puppet, Chef, ça c'est des choses qu'on aura l'occasion de revoir. Je sais qu'il y a beaucoup de partenaires connectés aujourd'hui, donc je sais que ça sera abordé dans un prochain Master Data Center et je ne doute pas qu'on aura d'autres événements sur le sujet. Donc c'est vrai d'ailleurs que c'est plus une approche qu'on voit, cette approche de tout ce qui est Ansible, Puppet, Chef, c'est des choses qu'on voit beaucoup plus côté Data Center parce que ça vient assez souvent de l'IT. Alors, c'est très puissant. Vraiment, on voit des gens faire des choses exceptionnelles avec de l'Ansible et ils font vraiment ce qu'ils veulent. On a des modules, par exemple, qui permettent d'interagir avec de l'iOS, notamment un XOS sur le 9000. On voit, on peut déclarer, ça va déployer un petit script Python sur le Nexus 9000 et ça va permettre très rapidement de discuter avec Ansible pour pouvoir pousser de la configuration et automatiser de la mise en place de configuration. Globalement, si je prends Puppet et Shift, notamment qui ont un peu moins on voit quand même plus le marché s'intéresse à Ansible, ce qu'on voit quand même, c'est qu'une complexité qu'on a, c'est que ces éléments requièrent un agent qui doit être maintenu. Et ça, on voit que c'est quelque chose qui est un problème. C'est pas un gros problème si on arrive à vivre avec, mais c'est un élément à prendre en compte quand on se lance dans Puppet ou Shift. Donc c'est très puissant, mais
un élément essentiel, mais là, on reste, même si on a simplifié, on n'a plus à se poser la question exactement des librairies Python qu'on va utiliser, on a déjà un premier niveau de simplification, on reste très centralisé sur le device et on n'a pas d'abstraction de configuration. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va pousser à l'équipement? On va lui pousser de la configuration. Dans notre script, on va dire, je veux pousser telle ligne de configuration de CLI. Donc, si on a un environnement hétérogène, à chaque fois, il va falloir dire, bah, tiens, j'ai telle configuration, c'est tel CLI, etc., etc., etc. Et c'est ma transition pour montrer un petit peu un niveau intermédiaire dans lequel on va essayer de modéliser la configuration sur les équipements pour apporter une meilleure abstraction tout en permettant, on va dire, une vision de bout en bout. Et là, ce sera la dernière partie de ma présentation avec à la fin une démonstration d'un outil chez Cisco qui s'appelle NSO, Network Service Orchestrator. Alors, qu'est-ce que ça veut dire modéliser de la configuration? Changer la façon dont on configure le réseau. Si je prends la façon dont on a toujours configuré le réseau depuis des années, c'est un langage qui est génial. CLI, je me connecte sur un équipement et après j'ai un langage qui a qui a un intérêt majeur, c'est qu'il peut être compris par un être humain. Hein, si vous allez passer vos certifications et qu'on vous demande de tout écrire en XML ou alors d'autres langages un peu plus, ou alors du JSON, des choses comme ça va être un petit peu plus compliqué. Donc le CLI, c'est quand même quelque chose qui est pratique, c'est finalement, on s'est orienté tâche, c'est-à-dire on va vous dire, vous allez vous dire, bah, tiens, aujourd'hui, je vais déployer telle chose sur mon réseau, allez, je vais mettre BGP par exemple, vous avez votre guide de configuration BGP, et vous savez assez facilement comment aller configurer BGP sur le réseau, avec même la possibilité d'avoir une aide contextuelle quand vous allez vous adresser au réseau. Donc ça, c'est très pratique. Ça nous a permis de faire beaucoup de choses. Maintenant, quand on va être dans un monde d'automatisation, avec des machines qui vont essayer de s'adresser à d'autres machines, le CLI, c'est pas forcément le langage le plus intuitif. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir quelque chose qui a eu lieu il y a pas mal d'années, c'était en 2002. C'est un meeting qui a eu lieu à l'IAB, un workshop autour du management des réseaux qui a été organisé par l'IAB, l'Internet Advisory Board, en 2002. Et vous avez un RFC, qui est le RFC 3535, qui reprend un peu les conclusions de ce meeting, qui ont été vraiment le point de départ de pas mal de choses qui se sont passées après sur la gestion de configuration des réseaux. Et entre 2002 et aujourd'hui, c'est passé énormément de choses, et je dirais qu'aujourd'hui, ça ne cesse de s'amplifier. Hein, les travaux ont lieu déjà en 2002. Alors qu'est-ce qu'on a vu? Qu'il fallait travailler sur des choses un petit peu différentes, notamment comment je gérais un petit peu mieux les erreurs quand j'allais m'adresser à mon équipement, comment je faisais des erreurs dans ma configuration, comment je pouvais les avoir, comment je pouvais mieux abstraire les choses, comment je pouvais mieux avoir des capacités de pousser de la configuration, de revenir à la configuration précédente, de gérer différents contextes de configuration différents sur un équipement. Et avoir globalement quelque chose qui est un peu mieux compris par des scripts. La conséquence, clairement la conséquence de ce meeting, ça a été l'élaboration, alors ça a été quelques temps après, d'un protocole, un protocole de configuration des réseaux, hein, qui s'appelle NetConf, Network Configuration, qui est un protocole qui vient de l'IETF. Alors ça plaît beaucoup aux opérateurs réseau, déjà on est dans du standard, c'est-à-dire voilà, c'est pas quelque chose qui va changer tous les jours, un standard qui va vous permettre d'adresser le réseau et vraiment pallier les manques qu'on a vus très clairement. Hein. On a eu des tentatives au niveau SNMP. Je peux vous assurer que si le titre de ce webinaire ça allait être configurer votre réseau en SNMP, je pense que j'aurais été tout seul. Donc on voit que le modèle SNMP, les tentatives précédentes n'ont pas fonctionné. Donc là, on a vu qu'il y avait besoin d'un nouveau protocole pour réaliser tout ça. C'est un protocole qui fonctionne en couche, avec une couche de transport qui est SSH, puis après des messages, donc là on va faire tout ce qui est Remote Procedure Call, des opérations, donc est-ce que je vais pousser de la configuration, est-ce que je vais récupérer des informations, on a un certain nombre d'opérations qui sont disponibles, et au-dessus de tout ça, c'est le contenu, c'est vraiment ce qu'on va demander à l'équipement. Ça c'est le stack protocolaire que vous voyez à droite, qui montre finalement comment on va dissocier dans NetConf, on va réellement dissocier
le protocole pour parler avec le device du format ou moins du modèle de données qu'on va utiliser pour s'adresser à l'équipement en question. Alors, pour reprendre ce stack, hein, c'est important de bien comprendre, transport, donc sécurisé SSH, au-dessus des messages, RPC, RPC reply, je demande quelque chose, tu me réponds, et puis après les opérations. Je veux récupérer de la configuration, je veux récupérer des informations, je veux éditer de la configuration, je veux pousser une configuration, je veux appliquer une configuration, etc., etc. Et après, le contenu, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais réellement transporter, c'est-à-dire si je veux pousser de la configuration, là, je te donne l'information dans un certain format. Et je reviendrai tout à l'heure sur ce fameux format. Ce qui est intéressant, vraiment très intéressant dans NetConf, c'est qu'on a introduit la notion de data store. Si je prends aujourd'hui un équipement pur iOS, vous avez deux data stores. Vous avez ce qu'on appelle une running configuration, vous avez la configuration en cours, et vous avez la configuration startup, celle qui est présente dans la NVRAM et qui va paramétrer votre device au moment du boot. Si vous prenez un iOS XR, vous avez une autre configuration, une configuration candidate, parce que vous savez, quand vous commencez à éditer, vous allez faire un fork de la configuration running, vous allez éditer une configuration et après vous allez pouvoir la committer ou faire des rollbacks. Comment ça fonctionne? Eh bien en fait, on a différents niveaux de configuration. Et ça, c'est pris en compte dans le protocole NetConf. Dans NetConf, on va pouvoir expliquer, on va pouvoir dire à l'équipement à quelle configuration sur quelle configuration on va vouloir faire des modifications. Donc, dans le protocole, comme la plupart des protocoles, c'est-à-dire on ne va pas tout imposer, on va toujours imposer un subset, et c'est la running configuration qui est l'unique data store qui est obligatoire, même la startup n'est pas obligatoire, mais on comprend bien que toute la puissance de NetConf va être quand on va pouvoir introduire d'autres data stores, notamment la notion de candidate qui est présente aujourd'hui nativement dans l'iOS XR, qui va nous permettre d'avoir vraiment une gestion transactionnelle du réseau. Et je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'on appelle par transactionnel, ce qu'on entend par transactionnel. Alors pour référence, quelques opérations, je vous en ai parlé, copy config, commit une config, cancel commit. Donc on a plusieurs opérations. Là, je vous en ai mis quelques-unes. Je crois qu'aujourd'hui, on a plus de 50 opérations qui sont possibles. Ça ne cesse de grandir. Donc NetConf, vraiment, on a énormément de développement sur NetConf en ce moment. Je suis un peu les mailing lists UETL, je vois beaucoup de choses à ce niveau-là, y compris au niveau de la modélisation des données, et ce sera la suite de mes slides. Alors, qu'est-ce qui est fort dans NetConf? Un élément que je n'ai pas abordé, c'est que si vous voulez aujourd'hui, si vous avez une NMS, vous prenez allez, même pas une NMS, mais vous connectez en telnet sur un device, c'est assez difficile de savoir ce que c'est faire le device. Vous n'avez pas moyen, en telnet, d'afficher toutes les capacités du device. NetConf vous permet d'aller récupérer du device ses capacités, de télécharger le modèle de configuration, la modélisation de la configuration sur le device, et de pouvoir récupérer ainsi l'ensemble des capacités du device. Ça, c'est extrêmement fort. C'est-à-dire, vous savez sur votre réseau qui est capable de faire quoi, et du coup, de pousser les bonnes choses au bon endroit. Donc ça, je reviendrai tout à l'heure sur la notion de device, de modèle, pardon. Le deuxième point qui est très, très important, c'est l'aspect transactionnel, c'est-à-dire d'être capable de faire des actions, de les valider, de pouvoir revenir en arrière, et ce, même sur différents équipements. Et on verra comment l'orchestrateur va pouvoir utiliser ces transactions pour pouvoir avoir des opérations transactionnelles sur l'ensemble du réseau. Le troisième point, c'est les notifications. Ça rejoint un peu le point numéro 2. Je sais ce qui se passe sur mon réseau. Je pousse une configuration, quelque chose ne va pas, j'ai une erreur qui est facilement compréhensible par une machine qui va m'indiquer que quelque chose s'est passé et que ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Bon, maintenant la question c'est, ok, j'ai mon protocole, j'ai NetConf, qu'est-ce que je pousse? Qu'est-ce que je vais pousser comme configuration? Et là, je vous montre ce que j'ai poussé tout à l'heure avec mon application EasyCos. Ça, c'est la CLI que j'ai poussée avec EasyCos.
Donc, on comprend que si on veut automatiser, ça reste compliqué quelque part si on reste au niveau CLI. Parce qu'on va avoir 10 équipements différents, et bien on va avoir 10 CLI différents. Et ça va être compliqué d'avoir une abstraction de tout ça. Donc il faut avoir un modèle de données qui va nous permettre de modéliser, qui va nous permettre d'automatiser davantage les opérations qu'on va faire auprès du réseau. Alors, modéliser, on a déjà essayé de modéliser. Je pense que ça parle à tout le monde. Généralement, je sais qu'on est tous un peu pareils quand on doit rajouter un nouvel OID dans son outil de management et qu'on doit aller chercher chez le constructeur la MIP qui va bien pour aller récupérer l'OID. Généralement, on passe un petit peu de temps puis on n'y va pas en souriant. Et on voit d'ailleurs, c'est que SNMP permet de faire énormément de choses d'un point de vue configuration, mais on connaît très peu de gens qui utilisent SNMP aujourd'hui pour configurer des réseaux. Ça n'a jamais tellement fonctionné, donc on se contente d'utiliser SNMP pour récupérer des informations. Donc, la modélisation purement comprise par des machines avec, on va dire, un annuaire, on voit que ça a ses limites. Et il était hors de question de refaire ça. Et c'est pour ça qu'on est venu avec un nouveau modèle qui s'appelle YANG, Yet Another Next Generation. L'acronyme, on n'a jamais tellement compris pourquoi on avait un acronyme comme ça, mais peu importe. Où là, on va avoir de la modélisation tout en ayant quelque chose de compréhensible par un humain. Et ça, c'est vraiment pratique parce que de toute façon, c'est souvent l'humain qui fait le code. Donc, à un moment donné, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Ce qui est assez fort dans la modélisation dans Yang, c'est qu'on a aussi la capacité de faire de la navigation à travers un arbre de modélisation, c'est-à-dire de dire, bah, tiens, tel élément sur ma feuille de gauche, tel élément de gauche doit correspondre à un élément à droite. C'est-à-dire, je ne veux pas spécifier à gauche une interface qui n'existerait pas ailleurs dans mon équipement. Vous allez comprendre ça tout à l'heure quand je vous ferai une petite démonstration de ce que j'entends par référencement. Donc Yang, ça marche par un arbre dans lequel on va pouvoir configurer, enfin on va stocker la configuration dans des objets et après on va modéliser ces objets en Yang. Alors, bien évidemment, ces objets souvent sont hiérarchiques. Eh bien, on va introduire une nouvelle capacité à l'équipement, BGP, j'ai un objet BGP qui va peut-être avoir aussi des feuilles en fonction des capacités de l'équipement. Alors ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, vous voyez à l'IETF énormément de standardisation sur des modèles Yang. Et l'idée, c'est qu'on arrive avec une modélisation commune entre différents constructeurs sur, par exemple, comment je décris une interface. Comment je modélise une interface. Ça, on va avoir un modèle standard. Et que je m'adresse à un routeur Cisco ou à un autre routeur, je vais pouvoir m'adresser de la même manière. Et finalement, on va paramétrer ces choses-là sur l'équipement. Alors bien évidemment, chaque constructeur va avoir ses capacités, va introduire ses modèles à lui. C'est-à-dire que peut-être sur une interface, vous allez pouvoir trouver des capacités supérieures chez un constructeur et du coup, libre à chaque constructeur d'aller augmenter le modèle standard en fournissant ses propres capacités. Mais vous avez quand même au niveau de votre orchestrateur, au niveau de votre outil, vous allez pouvoir aller parler pour des fonctions de base de la même manière à différents types d'équipements. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, Yang est défini dans le RFC 6020. Donc, pour visualiser ce que c'est Yang, c'est un peu un module Yang, c'est un peu pour NetConf ce qu'une MIB est à SNMP. On comprend bien où se placent ces informations. Et tout à l'heure, je vais vous montrer un petit modèle Yang dans mon lab. Et on arrive à la partie lab, c'est comment finalement je vais pouvoir utiliser tout ça. Et chez Cisco, on a un outil, une boîte à outils plutôt, qui s'appelle NSO, Network Service Orchestrator, qui est issu du rachat de TELEF. Alors, TELEF, c'est la société clairement qui a été très en amont des discussions sur tout ce qui est NetConf et Yang. Vous voyez sur les RFC, vous voyez TELEF. Donc on a racheté cette société en 2014. Et depuis le rachat de TELEF par Cisco, on a énormément investi sur NetConf et Yang, sur l'intégralité
l'intégralité du parc. Donc l'outil c'est Network Service Orchestrator, anciennement c'était NCS, l'outil s'appelle NCS. TLF aussi fournit quelque chose qui s'appelle ConfD, ou revend ConfD, c'est un agent. ConfD, TLF permettait avait un agent ConfD et vendait cet agent à des constructeurs. On va tiens, constructeur X, si tu veux mettre une capacité NetConf dans tes équipements, soit tu développes toi-même tout ce qui est NetConf, soit je te vends mon agent NetConf, qui s'appelle ConfD, tu le mets dans ton équipement, et puis derrière, tu as juste à développer le mapping entre le modèle Yang et puis ta CLI. Alors là, avec le rachat de TLF, l'approche aujourd'hui, c'est plutôt qu'on est dans un mode où on va essayer d'investir massivement sur NetConf et du coup de fournir librement ConfD pour que tout le monde puisse, sans avoir à payer, implémenter NetConf sur ses équipements, juste en installant l'agent ConfD. Donc on est dans l'approche de rendre libre ConfD. Par contre, NSO, c'est pas libre. C'est un outil principalement ciblé par les opérateurs, il faut quand même reconnaître, parce que ce sont des grosses contraintes d'automatisation. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est on voit un gros intérêt pour cet orchestrateur sur d'autres composantes du réseau, chez d'autres organisations, des entreprises, par exemple, sur leur data center. Et on voit quelques projets, quelques réalisations où on est vraiment sur des problématiques d'orchestration et on voit un intérêt pour NSO. Alors, NSO, qu'est-ce que ça cherche à faire? Alors, là, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez peut-être voir dans ce slide quelques contradictions avec ce que j'ai présenté précédemment. Mais il faut bien voir, c'est que NSO, on est vraiment sur une logique end-to-end, une logique ouverte, et forcément, ça va être différent de ce qu'on va avoir peut-être avec un contrôleur qui va essayer d'aborder seulement une partie du réseau. Donc, quand on va parler NSO, on a fait le constat suivant. Sur l'orchestration, on a fait le constat suivant, c'est que c'est compliqué d'avoir ce fameux bouton OK magique sur lequel on allait cliquer et puis ça allait faire tout exactement comme on voulait. Une difficulté, c'est d'avoir des fois des services hard-codés sur lesquels on ne pouvait rien modifier. Alors, certains clients, je prends l'exemple AppyQM et l'application EasyCost, ça va très bien. Maintenant, d'autres clients ne veulent pas ça. D'autres clients veulent être libres de savoir, ben moi, je veux du class-based web server queuing et je veux pas 14%, je veux 17% sur la classe de Donc, là, on est vraiment dans, non pas un besoin d'un bouton OK, mais un besoin d'avoir l'agilité de déployer des nouveaux services. Et pour ça, peut-être oui, j'aurai des développeurs et des ingénieurs compétents pour le faire, mais ils réfléchiront réellement à ma problématique, de mise en place de services. L'autre difficulté qu'on a, c'est vraiment très dans le scripting. Ça adresse l'autre versant. Soit on est dans le scripting, et là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est très proche de la configuration de chaque équipement, et puis à chaque fois qu'on veut adapter quelque chose, on passe énormément de temps à adapter nos outils à un nouvel équipement. On parle d'adaptateur taxe, mais c'est quelque chose qui est extrêmement complexe à maintenir, et souvent celui qui a développé l'adapteur, donc le petit script qui va transcrire une demande dans une autre, souvent la personne qui a fait ça, quand elle quitte l'entreprise, on est un peu mal. L'autre point assez compliqué, et ça va reprendre la notion d'opération transactionnelle, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça quand vous faites vos opérations, mais vous allez demander quelque chose, tiens, je voudrais pousser telle configuration sur 2000 devices, vous cliquez et ça va vous dire félicitations, sur ces 2000 devices, vous avez 1600 devices qui ont été correctement configurés, 200 devices n'ont pas été configurés du tout, et il y a 200 devices qui ont été partiellement configurés. Et ça, c'est absolument catastrophique. Vous vous retrouvez avec un réseau pas du tout harmonisé, et vous passez énormément de temps derrière à essayer de comprendre, tiens, alors sur ces 200 devices, ok, j'essaie de réappliquer le script, ou alors je reviens en arrière, et le pire, c'est les devices qui ont été configurés à moitié, et ça, c'est une catastrophe. C'est très compliqué derrière de savoir qu'est-ce qui a été fait exactement, et d'aller recoller les morceaux. Donc ça, c'est vraiment, quand on est sur de l'orchestration, c'est quelque chose de
vraiment pas bon, et c'est vraiment ces problématiques-là que cherche à adresser NSO. Alors, comment se présente NSO? C'est un outil. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est assez light. Je crois qu'il doit faire 170 mégaoctets, hein, le télécharger, vous l'installez assez rapidement sur un Linux. Et vous retrouvez un petit peu la logique de contrôleur ou d'abstraction avec un outil qui va se présenter entre l'application et le réseau. D'accord? Donc, il va parler avec le réseau, surtout en netconf. Alors, il peut utiliser d'autres formats, mais aujourd'hui, je vous parlerai de netconf. C'est vraiment ce qui est privilégié. En CLI aussi, parce qu'on va avoir quelque chose qui est très, très puissant dans netconf, c'est la notion de Network Equipment Driver ou Network Element Driver, qui va permettre d'émuler un device. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et NSO qui va se positionner du coup entre le réseau et l'ingénieur ou l'application. Tout à l'heure, je vous montrais une application qui est une application de CLI, hein, qui reste une application qui parle au contrôleur en netconf, qui parle au contrôleur à NSO, à l'orchestrateur en netconf, et puis après, l'orchestrateur NSO va traduire mes ordres dans d'autres, des requêtes netconf qui vont bien pour parler avec le réseau. Alors, dans netconf, vous avez une gestion des devices. Hein, donc vous allez reprendre la configuration de l'intégralité des devices. Vous avez une gestion au niveau service. Dans NSO, ce qui est très fort, c'est que vous allez pouvoir définir ce qu'on appelle un service. Et là, vous allez définir votre modèle de données du service. Et l'exemple que je vais vous donner tout à l'heure, c'est un layer de VPN. Eh bien, je vais définir comment, et pour moi, comment doit être défini un layer de VPN. Et après, ce que je vais faire, c'est une mapping logic, pardon, qui va décrire comment finalement je vais mapper un service dans de la configuration de device. Et pour ça, je vais pouvoir avoir un mapping qui va être plus ou moins sophistiqué, qui va pouvoir même faire appel à du code Java. Alors ça, c'était très Java initialement, NSO. Là, on s'oriente de plus en plus vers du Python. Un point qui est très très fort de NSO, donc je vous en ai parlé, j'ai abordé le point il y a 2 minutes, mais c'est la notion de NED. C'est qu'à chaque fois qu'on va avoir des équipements réseau, finalement, la belle histoire où tout le monde parle netconf et a un modèle Yang qui est le même partout, on en est très, 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 très loin. D'accord? C'est une histoire qui débute, qu'on pousse, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on essaye de rendre l'agent conf libre, mais on est très loin de tout ça. C'est-à-dire que quand on va aller mettre un nouveau type de device, eh bien, on va devoir mettre en place ce qu'on appelle un NED. C'est un élément qui va permettre de faire le bridge entre l'équipement et l'orchestration. Et le NED, qu'est-ce qu'il va être capable de faire? Il va être capable d'émuler du netconf sur l'équipement. C'est-à-dire, si je prends aujourd'hui un 3850 qui ne supporte pas netconf, alors qu'il le supportera bientôt, mais aujourd'hui il ne le supporte pas, eh bien, je vais quand même être capable d'avoir des opérations de commit, de rollback, grâce à NSO, parce que NSO va émuler toutes ces opérations localement. Et après, il va faire sa transformation, sa transcription, il la fait localement sur le NED, et il va pousser de la CLI sur les équipements. D'accord? Alors, 2 points à retenir sur NSO, c'est le côté transactionnel. Il faut retenir 2 choses très très fortes quand on fait de l'orchestration. C'est NSO, quand on va pousser un service, il pousse tout ou il pousse rien. C'est-à-dire que si jamais je dois faire une opération, si jamais je dois créer un nouveau service qui implique une configuration sur 2000 équipements réseau, si on n'est pas capable d'appliquer cette configuration avec succès sur ces 2000 équipements réseau, on n'appliquera rien. Comment on va faire? Eh bien, NSO va demander à chaque équipement réseau, tiens, je fais une configuration candidate, peux-tu me faire tenter, essaye de me dire si tu arriverais à accepter cette configuration candidate, faire des dry runs, et informe-moi du résultat. Donc, il fait ça sur les 2000 devices. Si les 2000 équipements disent oui, c'est bon, cette configuration passerait, si et seulement si les 2000 devices répondent oui, alors on va dire aux 2000 devices, ça y est, maintenant, pousse cette configuration. Et comme ça, on garantit qu'on n'est pas dans un état intermédiaire où on a, je vous l'ai dit tout à l'heure, 1600 devices chez qui ça n'a pas fonctionné. Le deuxième aspect qui est important, c'est qu'on est dans du tout en un.
C'est-à-dire, si jamais je veux pousser des choses sur le réseau, je ne suis pas à pousser la première action, la deuxième ligne, la troisième ligne dans certains service, je pousse tout globalement sur le réseau, et NSO est assez malin pour faire les opérations dans le bon ordre sur l'équipement, pour que ça fonctionne. Vous savez, si jamais vous créez, je ne sais pas, vous oubliez de passer votre interface en no switch port, et puis qu'après vous mettez une RSIP avant de passer en no switch port, ça ne marchera pas. NSO va savoir vous dire dans quel ordre faire les opérations. D'accord? Donc là, ça va vous permettre de faire toutes ces actions tout en un. Donc tout en un et tout ou rien. Donc ça, c'est extrêmement fort. Vous avez un service extrêmement complexe, vous l'avez modélisé correctement, vous l'avez testé dans votre lab, etc. Ben, vous savez après que quand vous allez pousser ce service-là sur le réseau, ça va fonctionner globalement sur le réseau. Et s'il y a un problème, parce que bon, ça peut arriver, eh bien, il ne se passe rien. Vous n'allez pas galérer pendant 6 mois à essayer de retrouver ou alors développer des scripts pour récupérer tous les équipements qui ont été mal configurés et essayer de comprendre comment vous allez revenir en arrière. Et maintenant, je vous propose, pour ce genre de choses, le mieux, c'est pas tellement de parler de l'architecture, c'est de parler d'outils. Je pense que vous allez comprendre, vous allez apprécier l'outil et je vais revenir sur mon lab. Alors là, je suis connecté sur NSO et vous voyez, je suis plus tellement dans la logique d'interface graphique. Alors, il y a une interface graphique qui est fournie avec NSO, qui va me permettre de faire des choses en graphique. La logique, généralement, d'un opérateur, ça va être d'interfacer son NSO avec sa BSS OSS, c'est-à-dire d'interfacer ses outils actuels vers NSO pour pouvoir rester sur sa console actuelle, mais utiliser NSO pour réellement réaliser les opérations. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller, là je suis sur donc, mon Linux, et je vais me connecter sur un équipement de mon lab, un Cisco, un 2951, donc vous voyez, c'est pas l'équipement de dernière génération, et je vais aller sur NSO. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur une application fournie par NSO, qui est une application de CLI. Et cette application de CLI, vous voyez, là j'ai une type de configuration, donc là c'est clairement une syntaxe Juniper. Je vais passer en syntaxe Cisco, switch CLI, et là je passe dans une syntaxe Cisco, et je vais rentrer dans la configuration globale de mon réseau. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors, show running configuration, d'accord? Alors, quand je fais une show running configuration, j'ai énormément de choses, notamment de la configuration qui n'est pas de la configuration forcément des devices. Si je veux voir la configuration de mes devices, c'est show running configuration devices, et là, j'ai la configuration de mes devices. Hein, et je vois mon device, mon 2951 qui est là. Si je veux revoir ma configuration de mon 2951, c'est show running configuration device, c'est 2951-1. Et là, j'ai ma configuration qui est modélisée. D'accord? Mais je reprends. Là, je ne vais configurer que ce qu'on a su modéliser. Si pour une raison ou pour une autre, on avait un élément de la configuration du routeur qu'on n'avait pas su modéliser, ça n'apparaîtrait pas ici. D'accord? Donc maintenant, je peux tout faire depuis NSO. Alors, je vais prendre un exemple. Show run interface GI02. Je vais faire un shut, donc je vais faire un configure. Devices, device, c'est, point d'interrogation, c'est 2951-1, d'accord. Là, je vais rentrer dans la configuration de ce device-là, et maintenant, je vais faire device, je vais faire iOS:interface, gigabit internet 0/2, d'accord. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un shutdown, une opération qui est hautement compliquée, shut, d'accord. Là, je peux faire un show, show configuration. Alors, il faut que je revienne en arrière. Show conf. Qu'est-ce que j'ai comme configuration? C'est tout ce que j'ai configuré aujourd'hui, qui est un config iOS interface gigabit Ethernet 0/2 shutdown. Est-ce que ça a été appliqué? Non. Qu'est-ce que je peux faire? Commit. Alors, je vais faire un commit. Je ne vais pas essayer, je vais déjà regarder, je vais faire un commit dry run. D'accord? Commit dry run. Là, il me dit, commit dry run, voilà ce que j'irai pousser comme configuration sur l'équipement. Voilà, le plus, c'est ce qui va être poussé. Donc là, on a une syntaxe modélisée. Maintenant, je peux regarder réellement ce qui va être poussé sur l'équipement, out format native. Et là, c'est vraiment, après de passer dans le NED, le Network Element Driver, c'est la transcription de ma configuration modélisée
vers de la configuration CLI comprise par l'équipement, parce que l'équipement ne parle pas netconf aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est des choses que je vais pousser sur l'équipement. D'accord? Commit. Avec un peu de chance, ça va fonctionner. Commit complete. Et là, si je fais un show run, vous avez un shutdown qui est là. D'accord? Maintenant, vous vous êtes trompé. Hein? Alors, je ne sais pas si c'est end, je ne sais jamais. Rollback, alors, configure. Rollback, configuration. Vous revenez en arrière. Alors, j'ai rien commité. Vous faites un commit dry run. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va enlever le shutdown qu'il a positionné tout à l'heure. Commit dry run out format native. Voilà ce qu'il va pousser. Et là, si je fais un commit maintenant, ben, il m'a poussé la configuration et il m'a enlevé mon shutdown. D'accord? Là, j'ai fait ça que sur une interface d'un équipement, mais vous comprenez que j'aurais pu faire ça sur 800 équipements d'un coup. Hein? Si j'avais fait un commit, il n'aurait appliqué les configurations uniquement si ça passait sur tous les équipements. Il ne se serait pas permis de faire un shutdown sur l'interface 02 du 2951 si mon 300e device, eh ben, si la configuration n'avait pas été acceptée. Donc là, je suis vraiment dans quelque chose de transactionnel. Ça, c'est... Alors après, ce qu'on va être capable de faire dans ces choses-là, c'est qu'il y a toujours le risque que, ben, allez, on va tenter quelque chose, ce qui n'est pas prévu au programme de la démo, mais c'est toujours plus intéressant de naviguer en Notebook, c'est que je fais un shutdown directement sur l'équipement. Qu'est-ce qui se passe si j'ai touché à l'équipement et le contrôleur n'est pas au courant? Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire un device check sync. Ah, qui me dit mon 2951 est out of synchronization. Qu'est-ce qui s'est passé? La configuration du device n'est pas celle du contrôleur. Donc là, je suis dans quelque chose qui est assez risqué. C'est que ça, c'est typiquement le cas où vous allez mettre un équipement d'orchestration et vous avez toujours le network engineer parce qu'il y a eu un bug ou un truc comme ça. Il a dû toucher directement à l'équipement pour aller vite. Mais derrière, ça va potentiellement créer un risque pour la suite des opérations. C'est-à-dire, on n'a pas de risque tout de suite, mais la prochaine manipulation qu'on va faire sur le réseau, eh ben, il y a un problème qui va potentiellement avoir lieu. Donc là, on va pouvoir regarder éventuellement qu'est-ce qui va se passer, mais ce que je vais pouvoir faire, c'est je vais faire un device sync from. Alors, si je sync from, c'est-à-dire je vais récupérer la configuration de mes devices et reconstruire ma configuration NSO, ma configuration dans NSO à partir des devices. Je peux faire un device sync to. Là, si j'avais fait un device sync to, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais écrasé cette configuration-là à partir de ce qu'il y avait dans NSO. D'accord? Et là, si je fais un show running configuration device C2951 config la configuration iOS 2.1 interface gigabit Ethernet 0/2. Voilà. Là, le shutdown que j'ai appliqué, il est maintenant là. Ça, c'est le premier élément d'NSO. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la vraie force d'NSO, elle n'est pas vraiment là. La vraie force d'NSO, déjà, c'est assez sympa. Hein. Tous ceux qui ont dit, tiens, j'aimerais bien pouvoir gérer mon iOS de façon un petit peu différente sur mon réseau, pouvoir faire des opérations plus globalement, etc. Bah déjà, j'aime bien CLI parce que je suis bon en réseau, je comprends quelque chose, c'est pratique. Mais par contre, j'ai envie de faire les choses de façon un peu plus habilement. Voilà, vous avez un outil qui est super sympa. Et le vrai potentiel de l'outil, c'est ce que je vais vous montrer là. Je suis sorti du CLI et je vais revenir dans mon Linux. Hein. Là, je suis dans mon Linux et j'ai dans tout est customisable dans NSO, même le fonctionnement de NSO est entièrement customisable. Et je vais rentrer dans les packages. Alors, dans les packages, qu'est-ce que j'ai? Bah, là, j'ai mes NED, Network Element Driver. Donc, j'ai un driver iOS, j'ai un driver pour me parler de l'iOS XR. Je ne sais pas, demain, vous achetez, je sais pas, un frigo connecté, ben vous pouvez toujours, on peut créer le NED pour parler à ce frigo connecté. Donc on peut vraiment faire tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, alors, même si en théorie, chacun peut développer son NED, en pratique, on préfère le faire. Hein, d'accord. Ça permet de rester dans un modèle supporté et aujourd'hui, on donne des temps de 1 à 6 semaines pour la création de tout type de Network Element Driver. Sachant qu'on en a déjà énormément qui sont disponibles chez beaucoup de constructeurs. Ce que j'ai créé ici, maintenant, c'est des services. Il y a un premier service, c'est un service layer de VPN. Alors, ça, et je vais vous montrer, j'ai défini mon service en modèle YANG.
Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis que ça va augmenter tous mes services de MCS, donc je vais hériter de ma notion de service. Et après, quand je vais définir un layer de VPN, qu'est-ce que j'ai? Ben, je vais définir qu'un layer de VPN aura forcément un pseudo-wire ID qui sera unique sur le réseau. Et après, ben, je vais avoir des leafs. Alors, mes leafs, ça va être, ça c'est la syntaxe Yang. Je vais définir un nom à mon layer de VPN, mon pseudo-wire ID qui est un entier compris entre 1 et quelque chose. Je vais avoir mon device 1. Et mon device 1, vous voyez, j'ai mon XPath, c'est-à-dire que mon device doit être pris dans un des devices de mon équipement. Et là, je peux introduire des références, et c'est la force du modèle Yang, c'est que finalement, d'avoir des références croisées entre les différents éléments de ma configuration. Et quand je dis configuration, c'est pas la configuration, c'est la configuration globale. La remote IP à configurer sur l'équipement 1 qui doit suivre du 10.0.0 point quelque chose. Un numéro d'interface, et pareil sur le device 2. D'accord? Et une fois que j'ai ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma modélisation du service. Et ça va correspondre, alors il faudrait, je vais ouvrir une autre fenêtre, ce sera plus simple. Sur ce point slash. Alors, vous n'avez pas forcément à le faire, ça c'est un environnement de test donc, qui est bien pratique pour tester. Et là, je vais lancer ma CLI. Comme ça, on va voir les deux à côté. Je passe en CLI Cisco. Et là, je vais pouvoir rentrer dans ma configuration de service. Et là, je vais rentrer non pas dans le device, tout à l'heure j'étais dans une logique device, maintenant je suis dans la logique de service. Et le service, le layer de VPN. Layer de VPN, test, on va l'appeler réseau blog. Quel est le pseudo-ERD 100? Device 1, c'est ma référence croisée, ça va être mon C2951-1. Remote IP, si je mets 1.1, il dit que c'est pas possible, donc 10.0.0 parce que ça doit suivre la pattern que j'ai définie tout à l'heure, point 10. Interface number 1, 0/2. Alors, gigabit Ethernet, je ne sais plus ce que j'ai mis comme dans ma référence. Hein. Si c'est juste le numéro d'interface ou si c'est tout le nom de l'interface globale. Donc, ça doit être gigabit GI 0/2. On va voir si ça passe comme ça. Gigabit Ethernet 0/2. Ou alors 0/2. Ouais, c'est bon. C'est 4451, le deuxième device. Remote IP 10.0.0.11. Et là, je crois que c'était là 0/2/1. J'espère ne pas faire de bêtises. Je vais tester pour ne pas faire d'erreur. Je me connecte sur mon 4451. « 0/2/1, ça sera parfait. Voilà. Donc là, j'ai créé un service. Exit. Et maintenant, si je fais un commit, dry run, out format, commit dry run, on va voir toute la configuration qui est générée par ces opérations. Je vais aller sur la première interface et je vais pousser les éléments comme ça. C'est du tout ou rien, c'est-à-dire que ça marche sur les deux en même temps. Comment il a transcrit ça dans ça? Eh bien ça, je l'ai programmé dans une mapping logic qui est définie ici, dans un template. C'est dans un fichier layerdevpn.xml qui reprend la configuration. On dit, bon ben voilà, si c'est de l'iOS, alors je vais pousser telle ligne de configuration. Parce que là, je ne suis pas dans un modèle standardisé, là je suis dans un modèle, je suis dans de la modélisation, mais je reste dans de l'iOS, avec à chaque fois, je vais reprendre mes variables et je vais les mettre dans ma configuration. D'accord? Donc là, c'est des choses assez simples, parce que vous voyez qu'il n'y a pas tellement une logique intelligente. Est-ce que je peux faire un commit dry run out format native? Voilà ce que ça va pousser. D'accord? Maintenant, on peut se dire, est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? C'est un commit. Un peu de chance, ça va passer. Commit complete. Maintenant, si je fais un show run interface GI 0/2,
Ça y est, j'ai mon pseudo-wire qui a été créé. D'accord? Allez, rollback configuration, je reviens en arrière, je commit, et là, je viens de déprovisionner le dernier VPN que j'ai créé. D'accord? Je reviens en arrière, le VPN n'est plus là. Alors, il faut suivre, hein, mais c'est le principe des webinaires réseau blog, je pense que vous commencez à être habitué un petit peu à ça. Alors, on va regarder un petit peu la configuration, full configuration de services. J'ai plus mon service layer de VPN, parce que j'ai fait un rollback, j'ai cassé la configuration. D'accord? Alors, vous avez peut-être vu, il y avait peut-être plus malin pour définir un layer de VPN. Oups, pardon. Source. Il y a plus malin pour définir un layer de VPN. Et j'ai créé une nouvelle façon de modéliser mon layer de VPN avec quelque chose qui s'appelle un layer de VPN 2. C'est mon service layer de VPN 2. Puis on va regarder à quoi ressemble le modèle Yang de layer de VPN 2. Alors on va regarder via layer de VPN 2/src/yang/layer de VPN.yang. Et ici j'ai une logique un petit peu différente dans lequel je dis qu'un layer de VPN, eh bien, c'est toujours un pseudo-ID unique, un nom unique, et après, un ensemble de liens. Combien d'éléments? Combien d'éléments de type lien? 2, parce que le min est à 2 et le max est à 2. Donc, il y en a forcément 2 qu'on appelle des attachment circuits. Et chaque attachment circuit, c'est quoi? C'est un device et un numéro d'interface. Vous voyez, j'ai plus la notion d'adresse IP. Oui, forcément, l'adresse IP, je suis capable, quelque part, quand on y songe, elle est dans la configuration. Je sais récupérer l'adresse IP de l'autre équipement, parce que je connais sa loopback. Je sais que l'adresse IP, ça va être l'adresse sur la loopback 0 de l'autre interface. Donc, je vais pouvoir leverager ça, et j'ai créé un nouveau service qu'on va appeler Layer de VPN 2. Layer de VPN 2. Le nom réseau blog. Toujours mon pseudo-ID 200 cette fois-ci. Et maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir définir un lien. Link. Alors, le premier, c'est mon C2951, iOS, interface number 0/2. D'accord? Donc ça, c'est mon premier lien. Mon deuxième lien, alors je reviens un coup en arrière, mon deuxième lien, c'est un link C4451, iOS, interface number 0/2/1. OK? Si je regarde ce que j'ai créé, ma running, show. La seule chose qui est un petit peu pénible, c'est ce SH qui n'est pas transformé dans un show. Il faut s'y faire quand on a l'habitude de faire de l'iOS. C'est le seul point sur lequel j'ai l'habitude de me tromper. Donc voilà, cette fois-ci, je l'ai modélisé différemment. Un pseudo-wire, c'est un identifiant de pseudo-wire et un lien qui correspond à un équipement et une interface d'attachement. Je ne définis plus l'adresse IP. L'adresse IP, qu'est-ce que je vais faire? J'ai défini dans ma mapping logic, ici. Alors, je ne vais pas vous donner les détails ici, parce que sinon, on n'est pas prêt d'aller manger. Mais, vous voyez ici, j'ai défini que l'adresse, j'allais la chercher dans ma configuration, donc à partir de mon information. J'allais naviguer dans ma configuration à travers des référencements. Je vais récupérer mon adresse IP. IPv4, adresse IP link. D'accord? Et que ce soit pour IPv4, pour iOS ou iOS XR, je vais pouvoir faire ce type d'action. Vous voyez, mon template, il n'est pas extrêmement compliqué. Hein. C'est des choses qu'en plus, la plupart du temps, c'est des copier-coller. On copie une configuration et puis derrière, on modifie les variables par ce qui va bien. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir faire comme tout à l'heure, en espérant que ça fonctionne, un petit commit. Voilà, commit complete. Et là, si je run interface, là, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Par contre, vous voyez bien, je n'ai pas mis un 10.0.0. Là, je sais que ce Xconnect correspond réellement à l'adresse IP de mon autre équipement. Vous voyez comment je vais pouvoir gérer simplement des services sur mon réseau. Alors, évidemment, pour vous montrer la chose de bout en bout, je pourrais faire un show run interface sur le 4451. Parce que j'aime bien être complet. Vous voyez, là, j'ai le même Xconnect avec l'adresse IP. Voilà. Bon, j'ai pas les devices pour montrer que le Xconnect est up, malheureusement. Et d'ailleurs, c'est pas le job de NSO
Alors, il peut faire des choses, mais ce n'est pas son job de vous dire si le layer de VPN est up and running. Lui, son job, c'est de le provisionner de la manière dont vous avez décidé. Allez, on se fait plaisir. Exit, on petit rollback configuration. Alors, quand je fais rollback configuration, je peux revenir bien en arrière. Tiens, je veux revenir globalement dans mon état du réseau tel qu'il était il y a 6 mois. Et bien, je vais pouvoir faire ça. D'accord? Et là, je fais un commit dry run. Voilà, il va enlever les configurations. Out format native. Je vois exactement ce qui se passe sur mon réseau. Commit. Et là, je déprovisionne mon layer de VPN. Voilà. J'en ai fini pour la démo. Je pense que c'est clair, la différence. Alors, ça, vous pouvez le faire en CLI. La CLI, il faut voir ça, c'est pas NSO, c'est déjà une application qui va utiliser NSO. Alors, elle est fournie avec NSO, mais vous pouvez très bien, au lieu de faire tout en CLI, utiliser une interface web, et vous en avez une qui est fournie avec NSO. Si je fais 1060, vous avez un portail, qui doit être celui-là, 1060, 68 peut-être, 67, bon, peu importe. Vous avez une interface web qui est fournie avec l'outil également, qui vous permet d'avoir, automatiquement, ça va vous créer une interface web pour saisir ces informations dans une page web. Après, généralement, ce qu'on voit la plupart du temps chez les clients, l'idée c'est plus de raccorder ça, finalement, à leur outil de provisioning interne qui est coloré, on va dire, et qui est intégré dans les process de l'entreprise. La démo faite, il est temps de conclure. Et d'ailleurs, on a toujours un peu de retard, mais sur les webinaires RéseauBlog, on ne se formalise pas trop là-dessus. Je rappelle d'ailleurs que tout est enregistré, sera diffusé sur YouTube. Donc, pour ceux qui doivent partir un peu en avance, c'est pas grave, vous pouvez rattraper. En conclusion, quelques éléments clés. Je pense que si vous voulez avoir une vision, une orchestration de bout en bout, il faut oublier l'outil tout clé en main qui va tout faire pour vous. Ça, je vois encore beaucoup de clients qui me demandent ce genre de choses. Je suis assez surpris parce que c'est juste pas possible. Ou alors vous allez être derrière pénalisé, vous allez manquer de capacité de customisation. Un élément essentiel, et ça on le voit beaucoup aussi avec les clients que je rencontre, c'est posez-vous la question, quand vous avez de l'automatisation, c'est qu'est-ce que vous voulez automatiser? Pensez use case. Qu'est-ce qui est vraiment important d'automatiser sur le réseau aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous prend du temps? Et réfléchissez également sur la gestion de domaine par rapport à une orchestration end-to-end. Et c'est pas forcément, vous avez compris, ça va pas forcément avec les mêmes moyens qu'on va pouvoir mettre en place. On peut très bien utiliser NSO pour faire de l'orchestration d'un domaine, mais si vous achetez que des switches Cisco sur votre réseau, peut-être que vous n'avez pas envie de vous palucher tout le développement logiciel pour faire l'orchestration de ces switches Cisco. Là, vous allez peut-être apprécier d'avoir un contrôleur plus intégré qui va tout faire pour vous. Donc, posez-vous la question d'où vous êtes sur le réseau. Donc, oui, il y a plein d'outils différents. Il y a plein d'outils différents qui adressent des besoins différents. D'ailleurs, je vais parler de NSO. On fait des choses énormément avec Ansible. Voilà, on va continuer à développer énormément de choses. Un autre élément clé, ne voyez pas l'automatisation comme quelque chose qui va remplacer votre monitoring. Vous voyez, NSO, ça m'a aidé de passer d'un état A à un état B. Mon contrôleur tout à l'heure a aidé à passer un état A d'un état B. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai fait ça? Eh bien, est-ce que j'ai flingué la CPU de tous mes équipements? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça, c'est le monitoring qui va vous le dire. NSO, ça n'a pas été l'entité qui m'a dit si mon layer de VPN était up and running. Ça sera ma NMS. Alors, en fonction des outils d'automation, et on va dire, si je prends par exemple SCI, ben là, on a intégré la notion de monitoring de ma fabrique SCI, parce qu'on est dans un mode complètement intégré. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et le point aussi essentiel, c'est oui, j'ai pas pu parler de tout. J'aurais aimé parler d'OpenStack, on voit des choses qui se font, on voit des gens qui font de l'orchestration dans le virtuel et puis qui profitent de ça pour aller orchestrer également des équipements physiques.
du scripting sur les boîtes, on fait du Python, on fait des choses aussi depuis de longues années sur nos équipements pour pouvoir directement sur un équipement mettre en place du code. Le management de tout ça, voilà, il y a énormément de choses. C'est un sujet très vaste. Je reviendrai là-dessus, sans aucun doute. Mais par contre, ce qui m'aiderait, ça serait que vous me disiez ce que vous voulez voir en priorité. Vous me faites un mail, vous réagissez sur la page du blog, vous mettez un petit commentaire. Ça m'aiderait énormément. Et la chance chez Cisco, c'est que je vais pouvoir toujours trouver des gens super pour pouvoir faire des présentations sur des thèmes très précis et peut-être plus précis que ce que j'ai vu aujourd'hui. Un message que je voulais quand même vous donner. Quand on va parler de programmation réseau, c'est un slide que je trouve très drôle, que j'ai repris à ma sauce. C'est la programmation de réseau, on va programmer que ce que c'est faire le réseau, l'équipement réseau. Prenez un équipement réseau, si c'est pas faire de la COS, j'ai beau avoir toutes les API du monde, le contrôleur, le truc magique, il ne saura pas plus faire de COS. Donc c'est là pour faire plus vite ce que c'est faire l'équipement. Mais on ne va pas inventer des nouvelles capacités. Donc, attention quand même à pas confondre les choses et à pas vous laisser des fois avoir par une interface qui me permet de faire des choses super simplement, mais finalement, au final, on ne sait pas faire. Je ne sais pas faire un shaping, eh bien, je peux avoir toute l'API, le contrôleur, l'outil. Si l'équipement ne sait pas faire, il ne sait pas faire. D'accord? Donc, pensez à ça. Ça, c'est quelque chose d'important. Et le dernier point, alors là, plus pour revenir côté Cisco, c'est où trouver l'information et comment réfléchir différemment. Vous connaissez nos pages web. Des pages web que vous connaissez moins, c'est celle d'un portail qui s'appelle DevNet, developer.cisco.com ou Developer Network. C'est une nouvelle façon de présenter l'information autour de tout ce qui va être développement. C'est là où on va mettre, vous allez trouver des forums, vous allez trouver des bacs à sable, pour faire des développements, vous allez trouver énormément de choses, des guides, voilà, tout ce qui est référencement d'API. Voilà, tout est fait pour. On a 300 000 personnes aujourd'hui qui sont enregistrées dans DevNet. Donc vraiment, ça, c'est très très important. Pensez DevNet quand vous voulez accéder à de l'information sur les outils de développement associés au réseau Cisco. Voilà. Donc, c'était mon slide, mon dernier slide. Il se fait tard, donc je voulais vraiment vous remercier ceux qui sont restés jusqu'au bout. À bientôt sur le blog. Je ne vais pas prendre des questions, je pense qu'il y a des questions qui ont été, si je vais regarder rapidement au niveau des questions. Voilà, les questions ont été répondues. Donc merci à tous. N'hésitez pas à réagir sur le blog. Je posterai la vidéo d'ici 15 jours, 3 semaines sur le blog, sur la chaîne réseau blog YouTube. À très bientôt. Bonne fin de semaine. Au revoir.